jusqu'au deuxième moitié du mois de mars, il n'y aura pas coupure d'Internet parce que nous sommes en train de faire la promotion d'un sommet depuis quelques jours. Le sommet sur la bonne gouvernance, sur les pratiques démocratiques contre le terrorisme et les coups d'État. Et c'est ce sommet-là que le Togo va organiser en avril prochain. Ferdinand, a-t-on besoin d'un sommet pareil au Togo, à Lomé aujourd'hui, où on crie, Bichir et tout ça? Mais nous avons besoin d'exister. Le régime a besoin d'exister sur le plan diplomatique, a besoin de faire croire qu'il prend des initiatives, qu'il fait des trucs, qu'il est aussi au cœur des grands enjeux. Parce qu'on a besoin de cette propagande-là pour occulter, pour dissimuler ce qui se passe à l'intérieur du pays, gagner un peu la confiance de quelques naïfs sur le plan international. Ah oui, le Togo est un pays de paix, d'une grande initiative, de ceci et de cela. Et c'est ce que nous essayons de faire souvent, en gaspillant le peu de ressources qu'on a. Et voilà, nous avons, lorsque ce sommet a été annoncé, je ne sais pas s'il va tenir de toute façon, mais lorsque cette initiative a été annoncée depuis New York, beaucoup ont souri. Les gens se demandent, mais on va chercher quoi dans ça? Certains ont dit, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, parce que le Togo lui-même, le régime, de par sa nature, de par ses méthodes, de par son comportement, n'est pas un modèle démocratique. Et c'est ce régime-là qui veut organiser un sommet sur les bonnes pratiques démocratiques, le terrorisme contre les coups d'État. Il y a un confrère qui a dit sur une radio que bon, c'est comme Pablo Escobar qui organise une conférence internationale sur la lutte contre la drogue. Vous voyez le paradoxe. Donc c'est des choses comme ça. C'est dans ça que nous essayons d'insister en gaspillant le peu d'argent que nous avons. Alors, si on doit faire le point des sommets qu'on a organisé depuis un certain temps à ce jour. Nous avons organisé tambour battant dans ce pays le sommet sur la sécurité maritime. Ça a mobilisé tout un pays. On a bloqué le pays, on a bloqué les activités. Et avec ça, le Togo a dépensé énormément d'argent. On nous a démontré toutes les théories. Je me rappelle de Classou qui nous démontrait comment est-ce que l'économie bleue va contribuer au développement, à la fin de nos misères et tout et tout. Vous avez suivi Classou à l'époque. Et vous savez que c'est un gars qui manie bien l'art de convaincre. Donc il a développé tout ça. Vous avez tous ces spécialistes improvisés qui sont venus nous démontrer que le sommet sur la sécurité maritime va avoir l'impact positif sur le pays. On a organisé ce sommet ici. On a fait venir des gens, des délégations, tout frais payé par le Togo, logés dans les hôtels, des journalistes, des grands médias. On a payé, on a fait la propagande. Depuis plus de combien déjà combien d'années? Il n'y a pas plus de 2 pays. Il n'y a pas plus de 2 pays qui ont signé la charte qui est sortie de la conférence de Lomé sur la sécurité maritime. Constat, échec. Mais les dirigeants togolais ont existé à travers ce sommet. Les gens ont marché sur le tapis rouge, ils ont accueilli les grandes délégations, ils ont montré au monde entier que le Togo existe. Mais le citoyen, comme vous et moi, comme celui qui est à Balepédo, celui qui est à Koga, celui qui est à Goé, n'a bénéficié de rien de tout ça. On a pris les maigres ressources de l'État qu'on aurait pu utiliser pour faire les routes, pour construire les salles de classe, pour faire des forages aux gens. On a pris ça pour payer à des sociétés de communication, des grandes sociétés de communication qui sont venues ici pour organiser le sommet. 2017, on devait organiser le sommet sur Afrique-Israël. On a confié le marché de la communication à Richard Attias. Nous avons sorti ici les chiffres, vous avez vu, c'est des milliards. Le budget qui était prévu, on l'a même payé d'avance. Ils sont venus ici et puis patatras, les événements, les marches et tout ça ont tout bousillé. Et tout cet argent aussi est parti comme ça en fumée. Après, nous avons organisé je ne sais quoi. Sommet sur les médicaments. Sommet sur les faux médicaments. Voilà, on a fait venir les gens ici. Sommet sur les faux médicaments. Aujourd'hui, vous allez au grand marché là, les faux médicaments sont partout. Personne ne s'en préoccupe. C'est partout. Et comme les fausses boissons, comme les boissons frelatées là, les gens boivent partout et meurent de cancer et tout ça. Ça ne dit rien à personne. Et maintenant, nous nous sommes lancés au Mali. Que nous sommes un pays de quoi qu'on va aider les Maliens à régler le problème. Nous sommes partis au Tchad. On est parti au Tchad. Tout le temps, on avait les mouvements d'avion Togo-Tchad. On a même fait venir les Tchadiens ici pour faire une réunion discrète pour essayer de... Et finalement,
le truc au Tchad a foiré. Et aujourd'hui, les Tchadiens, ils sont au Koweït, au Qatar. Aujourd'hui, c'est le parrain pour régler le problème. Même le petit bébé Idriss Déby là, il est allé saluer tous les autres chefs d'État, il n'est même pas venu au Togo. Et pourtant, le Togo est allé proposer ses services là-bas. Comme pour dire, vous, on ne sait même pas que vous existez. Mali, on est embourbé là-bas, hein, alors que nous avons nos propres problèmes au Togo. Mais c'est un choix délibéré du régime. Il faut que les gens le comprennent. C'est un choix délibéré du régime pour faire croire que, bon, le régime existe, il faut qu'on s'affirme sur le plan diplomatique, que les gens sentent qu'aussi nous existons, que nous faisons quelque chose, nous sommes un pays de paix, nous essayons de régler les problèmes, nous apportons une expertise, et comme ça, nous cachons nos propres problèmes. Et pendant qu'on pousse la communauté internationale vers là, tout le monde se tait sur ce que réellement nous sommes, quoi. C'est-à-dire que vous avez un sorcier qui est là, et puis après il commence par dire, ah, moi je suis quelqu'un de très aimable, hein, je vais vous aider à régler vos problèmes. Et tout le monde oublie qu'il est sorcier. Vous voyez? Et donc, c'est ça qu'on est en train de faire. Maintenant, que ce soit le Togo qui se propose d'organiser un sommet sur la démocratie, les bonnes pratiques, les transitions politiques, le Togo où on a un régime séquantenaire, où il n'y a jamais eu de transition politique, il n'y a jamais eu de transmission de pouvoir. Nous sommes champions en organisation des élections truquées. Nous sommes champions aussi dans les passations dynastiques de pouvoir. Et nous inspirons les autres pays. Nous sommes champions dans les tripatouillages des constitutions pour les 3e, 4e, 5e mandats. Et c'est nous qui voulons faire un sommet sur les bonnes pratiques démocratiques. Comme si nous étions déjà un très bon modèle démocratique. Vous voyez que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et comme l'a dit ce confrère, c'est Pablo Escobar qui veut organiser un sommet, hein, sur la lutte contre la drogue. C'est prendre des gens pour des cons. Vous voyez. Et donc, le peu de ressources qu'on a, on va dispenser, on va, je sais pas comment dire ça, on va dilapider ça dans ce sommet. Et on va nourrir quelques louangeurs, on va prendre quelques médias, on va amener des experts qui vont venir vous développer des théories ici. Chacun va prendre son argent, va nettoyer ses fesses et puis va repartir du Togo. Et nous resterons dans la vie chère. Voilà ce que moi je pense. Merci beaucoup, Ferdinand. Oui, Luc, a-t-on besoin d'un tel sommet aujourd'hui? Je crois que Ferdinand a beaucoup parlé. Oui. Non, je crois qu'il faut nuancer. On va y aller doucement. Lorsque moi j'ai eu cette information, je crois que c'était un tweet du ministre des Affaires étrangères. C'était plutôt à Addis Abeba. Il a rencontré le secrétaire général à l'occasion du sommet de l'UIA, où donc il a transmis ce projet ingénieux du Togo d'organiser un sommet justement sur les bonnes pratiques, etc. Bon, sur le principe, c'est vrai, dans la CEDEAO, on a un problème. Ce problème, c'est des coups d'État qui inquiètent tous les régimes. Donc, il est de bon temps, c'est vrai, de réfléchir à des solutions, de prendre des initiatives et de faire en sorte que ce mal qui a tendance à se métastaser soit qu'on trouve une solution appropriée. Bon, c'est tant mieux. Et puis, l'autre chose, donc moi je ne les accuse pas d'avoir pensé à initier un truc comme ça. L'autre chose, c'est que, est-ce que vous pensez qu'il y avait un régime mieux que le nôtre pour penser à une solution contre les coups d'État? Pourquoi je pose cette question? Nous avons été les pionniers en la matière. C'est-à-dire qu'en 1963, en Afrique, pour la première fois, c'est le Togo qui a initié ce qu'on appelle les renversements de régime par les coups de force, c'est-à-dire coups militaires. Bon. Et donc, cela a permis donc l'installation des régimes militaires. Et puis, en 2001, le président Iyadema de l'époque avait donné sa parole de militaire pour dire, bon ben écoutez, à la fin de mon mandat, je n'entends pas toucher une seule virgule de la Constitution. Bon, malheureusement, le 31 décembre 2002, le feu Fambaré Natchaba, à l'époque président de l'Assemblée nationale, et un certain nombre de dignitaires du système ont trouvé un moyen très habile et ingénieux d'opérer ce qu'on appelait le toilettage de la Constitution. Donc, en sautant ce verrou de la Constitution qui limitait ou contraignait le président de la République d'alors à ne plus briguer un mandat. Ce qui est un coup d'État constitutionnel. On est d'accord sur le principe. Ok. Alors, après cela, donc il a porté sa candidature, élu, et bon voilà. Donc, et en 2005, la nature nous l'arrache. Et dans ces conditions-là, et vous avez vu tout le méli-mélo qu'il y a eu
des coups d'État constitutionnels enchaînés. Donc, qui ont porté, voilà, militaires et constitutionnels qui ont été enchaînés et puis donc qui ont consacré finalement la succession dynastique du général Eyadema. Donc, quand vous regardez tout ça et vous voyez tout ce qui a marqué le transport des urnes au moment de l'élection, et donc ça veut dire que nous sommes passés finalement maîtres dans le coup d'État militaire, les coups d'État constitutionnels et les coups d'État électoraux. Ce qui veut dire qu'on a en même temps l'antidote. C'est-à-dire que puisque nous initions et les autres prennent, aujourd'hui, s'il y a cette situation qui est devenue dangereuse pour tout le monde, on peut se dire, bon, franchement, je pense qu'on en a fait trop, il faut qu'on change de cap. Donc, moi je salue plutôt cette initiative et je me dis que c'est un antidote. Nous allons faire preuve d'efficacité aussi dans le règlement de ces anomalies qui malheureusement embrigadent l'ensemble des États de la sous-région, voyez-vous. Donc je vois plutôt l'image du rôle que le microbe fait dans le vaccin, voyez-vous. Donc nous sommes peut-être le microbe, on va essayer de nous inhiber et on fabrique un vaccin qui va servir à régler définitivement ce problème de coup d'État de toute nature et qui qui secoue sérieusement le principe de la marche démocratique de nos pays. Donc moi je vois cela sous ce format et j'espère vraiment que ce sommet aura lieu et que à la suite justement de ce sommet là, bon, les gens vont faire d'abord les aveux de tous les crimes qui ont été commis, etc. Et que bon, franchement, en ce 21e siècle, puisque le monde est devenu très dynamique, évolue très vite, on a une envie très ferme d'assainir tout et de faire en sorte qu'on laisse une place à l'épanouissement effectif de nos populations. Donc, je préfère considérer cela de cette manière-là et d'attendre pour voir si finalement, c'est vrai, il nous a été dit que le secrétaire général des Nations Unies soutient le projet. J'espère qu'il y aura une mobilisation mondiale autour de cette question qui sera alors extirpée, dont le problème sera extirpé une fois pour de bon et dans nos pays, afin qu'on puisse avoir un peu de souffle en ce qui concerne le projet de démocratisation de nos pays. Merci beaucoup, Luc. J'aime bien Luc quand il fait de l'ironie, parce que c'est sur toute la ligne, c'est de l'ironie qu'il vient de faire. Il a l'art de le faire. Moi, je n'ai pas ce art de le faire. Moi, je suis par contre direct. Vous savez, il y a quelques jours, on parle de pratiques et de bonnes pratiques démocratiques et tout ce que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, au Togo, il est difficile pour les responsables des partis politiques de mener tranquillement leurs activités. On a utilisé le variant politique de la Covid pour interdire toutes sortes d'activités. On est en train de rétrécir les espaces de liberté, on est en train de contrôler les ONG, on est en train de contrôler le processus de création des associations. Pas plus que quelques jours, on a pris des gens du PNP parce qu'ils étaient dans une réunion quelque part. Ce week-end, ce dimanche 20 février, on a empêché les gens de la DMK de faire une réunion à Déticopé. On ne peut plus compter le nombre d'opposants togolais qui sont en exil. Vous avez les Tipi qui ne peuvent pas rentrer, vous avez Agbomé qui ne peut pas rentrer, vous avez Monseigneur Kojo, 92 ans, qui se balade quelque part dans le monde entier, vous avez François Bokor qui ne peut pas rentrer, vous avez toute une liste des opposants connus et inconnus, c'est-à-dire quand je dis connus, des gens qui sont beaucoup plus en vue, comme ceux qui ne sont pas en vue, qui ne peuvent pas aujourd'hui se lever et rentrer tranquillement dans leur pays. Je ne sais pas si vous voyez. On a vu là Macky Sall, malgré tout ce qu'il a opposé à Abdoulaye Wade, qui vient d'inaugurer un stade flambant neuf dans la zone de Dakar et a donné le nom d'Abdoulaye Wade. C'est une grandeur d'esprit. On a talent, quoi qu'on puisse lui reprocher, quoi qu'on puisse lui dire, même si c'est une manœuvre politique, qui est rentré du sommet de Bruxelles avec dans son avion, comment il s'appelle, Zizou. Ça a choqué tout le monde. Il a organisé voilà, l'exposition là. Soglo était là, Zizou était là, d'autres personnes étaient là. Même si les Madougou et Aïvo sont en prison, on espère que il va finir par les relâcher. Mais au Togo, on est systématiquement, c'est-à-dire que dès que vous êtes contre le pouvoir, c'est la vie ou la mort. C'est la mort. C'est-à-dire que soit vous quittez le pays, soit vous vous soumettez ou vous quittez le pays. On vous traque comme un rat.
on vous prive de tout, on vous empêche d'avoir même le minimum vital. Et ça, et c'est des gens comme ça qui nous parlent de bonnes pratiques démocratiques. Hein? Et la bonne pratique démocratique aurait voulu qu'on puisse laisser tous ces gens-là qui ont des opinions différentes, des opinions de ceux qui gouvernent le pays, de rentrer dans leur pays et de participer au jeu démocratique et de participer au débat démocratique. Donc, c'est en fait, les gens, parfois, je me dis, est-ce que les jeunes Togolais, les jeunes, la jeunesse togolaise, parce qu'on a un grand problème au Togo, c'est que les jeunes, le système a tellement émasculé les mentalités, le système a tellement désorganisé la jeunesse que les gens n'ont même pas conscience du temps qu'ils sont en train de perdre dans ce pays. Quand vous faites un peu, par exemple, le tour sur les réseaux sociaux, vous allez sur la page des ministres ou bien des dirigeants, vous allez juste pour lire un peu les commentaires. Vous voyez comment les gens pensent que la manne va tomber du ciel. Les gens pensent qu'un jour, on aura pitié d'eux, puis on va leur dire, venez prendre de l'emploi. Les gens sont sur les pages des ministres, des premiers ministres, du président. Vous dites, ah, excellence, ah, maman, ah, ceci, on prie pour vous, faites ceci pour nous. Ils ne sont même pas conscients de leurs droits. C'est comme ces étudiants qui ont fait des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux que vous voyez, qui sont en train de couvrir de louanges le président de l'université. C'est vrai qu'il a fait ce qu'il pouvait faire pour l'université, mais ça ne nécessite pas qu'on fasse des vidéos pour dire si nous avons du wifi, c'est parce que le président de l'université nous l'a donné. Si nous avons des amphis, c'est parce qu'il nous l'a donné. C'est un droit pour eux. Ils ne savent même pas que c'est un droit. Et ces étudiants, ils sont des étudiants, mais ils ne savent même pas que c'est un droit et que si on ne leur donne pas, ils ont le droit de revendiquer. Quand on était à l'université il y a 20 ans, on lançait des cailloux pour qu'on puisse nous construire des agoras. Les agoras que vous avez vus là, on a lancé des cailloux, on a connu du maquis. Moi j'ai fait quoi? J'ai fait 1 an et demi d'exil au Bénin. Quand on a créé ce Yadima, quand Yadima est venu sur le campus, la seule fois qu'il est venu sur le campus, c'est nous qui avons organisé son accueil. Ça nous a valu l'exil. Mais on est parti, on est revenu. Tout ça pour que le campus soit au moins vivable, qu'il y ait au moins un minimum d'infrastructures pour que les gens puissent s'asseoir, étudier dans de bonnes conditions, avoir des bus, avoir un restaurant. C'est leur droit. Mais il faut des vidéos pour dire oui, on a une bibliothèque, merci à qui, on a ceci, merci à qui, on a ça. Ça démontre le niveau même d'abêtissement qu'on a dans le pays. Je ne sais pas si vous voyez. Donc du coup, les étudiants, les jeunes qui sont aujourd'hui frappés par la misère, le chômage, ils ne savent pas que les moyens de l'État que le régime utilise pour sécuriser le fauteuil, pour pérenniser le pouvoir, sont tellement énormes que si on avait un système plus ou moins démocratique, cet argent aurait pu servir à financer l'entrepreneuriat. Il devait avoir l'argent dans les banques, on devait avoir des bourses, on devait avoir plus d'infrastructures. Quand on achète des logiciels à coût de milliards pour mettre les étudiants, pour mettre les citoyens sur écoute, comme Pegasus par exemple, c'est des milliards que le pays paie. Donc c'est une partie de l'argent qui devait servir à construire les infrastructures qu'on utilise pour acheter ce logiciel-là, juste pour c'est pour sécuriser un pouvoir. Quand on utilise l'argent pour corrompre les gens pendant les élections, c'est pour sécuriser un pouvoir. Quand on utilise l'argent pour corrompre, je ne sais pas, des gens à l'extérieur, pour que les gens aient une bonne vue de nous. Quand on utilise l'argent pour organiser des sommets parce qu'on veut entretenir un régime, quand on utilise les milliards pour donner à des communicants à l'extérieur, pour écrire des articles enjoliveurs dans les grands journaux, pour parler en bien de nous, alors que nous savons que la réalité est différente. Tout cet argent-là devait normalement servir à développer le pays. Pour dire qu'une dictature, ça coûte énormément pour un pays. Et ça sacrifie des jeunes sur des générations. La preuve, ce que vous pouvez gagner aujourd'hui en 2 ans, vous allez le gagner en 10 ans. Entre-temps, on a pris votre jeunesse. Entre-temps, on a pris votre vie. Entre-temps, c'était l'heure. Donc, les gens doivent se réveiller pour dire, mais écoutez, nos droits, voici nos droits. On ne peut pas croiser les bras parce que bon, on va attendre que les dirigeants jouissent d'abord, quand ils auront fini de jouir du pouvoir, que nous, on va entamer notre vie. Alors que c'est nous qui sommes les vrais détenteurs du pouvoir. Parce que ce n'est pas une délégation de pouvoir qui sont là-bas. Et donc, s'ils ne gèrent pas bien le pays, nous avons le droit de leur demander des comptes. Donc, aujourd'hui, quand vous prenez la manière dont le pays est géré, on vient nous parler du pétrole, la manière dont on ne se fout même pas de rendre compte aux citoyens quand il y a un souci, quand il y a des petits problèmes, on ne communique pas.
Et quand il y a des gens qui ont le courage de dire non, c'est pas possible, mais on les fout en prison. Et vous venez me dire, bon, nous sommes là pour les bonnes pratiques démocratiques, on veut faire ci, on veut faire ça. Écoutez, il faut arrêter la comédie. Et moi, je pense que l'argent qui va servir à faire ce sommet-là, ce matin, quelqu'un m'a écrit de Kara. Le message est sur mon téléphone, sur Messenger, en me disant que depuis une semaine, dans un quartier de Kara, qu'ils appellent Dongoyo, quelque chose comme ça, qu'ils n'ont pas d'eau. Qu'ils n'ont pas d'eau, que l'eau ne sort pas du robinet. Depuis une semaine, la personne m'a dit, Ferdinand, faites quelque chose pour nous. C'est comme ça que vous recevez les messages de partout dans le pays. Mais l'argent qui devait servir à faire le sommet là, si c'est un tuyau de la TDE qui est bloqué quelque part, ou bien le mécanisme qui est bouché quelque part, il faut prendre 2 millions pour aller débloquer le mécanisme pour que les gens puissent avoir de l'eau potable. C'est comme ça que nous devons donner le raisonnement. C'est pas parce que, bon, on va faire venir des gens par avion ici, ils vont dormir dans les grands hôtels, on va leur donner nos filles, ils vont baiser, ils vont prendre l'argent, ils vont repartir, et puis ils vont dire que le Togo est bon. Mais il faut arrêter les conneries comme ça. Et nous avons le droit de le dire aux dirigeants. Ne pas le dire, c'est que nous sommes des lâches. C'est que nous ne sommes pas capables de comprendre, nous n'avons pas conscience de ce qui se passe dans notre pays, de l'avenir de ce pays qui est hypothéqué. Donc il faut arrêter ces genres de sommeil. En même temps, il y a plusieurs projets que le gouvernement a créés. Par exemple, cette histoire des ANADEB, de Pouvonat et autres là. Bon, c'est intéressant parce que la jeunesse. Vous parlez de projets, c'est intéressant. Heureusement que c'est des projets. Bon, nous, on veut des réalisations. Donc, vous voyez, entre projet et réalisation, je pense qu'il y a tout un gap à combler. Donc, c'est l'impact de ces projets-là que nous recherchons. Il ne suffit pas de multiplier des initiatives juste pour la communication politique. Et puis après, on ne voit pas les résultats sur le terrain. Mais vous savez que on a mis en place ici beaucoup d'instruments de lutte contre la corruption, de lutte contre quoi et quoi. Mais le Togo est toujours étiqueté comme étant un pays traînant des boulots de cette nature-là, des difficultés à résoudre ces genres de difficultés. Donc, laisse tomber ça, on va passer à autre chose. Je veux simplement revenir sur cette question de sommet. Vous savez, peut-être que j'ai une déformation professionnelle. Hein, parce que je me dis qu'à l'occasion d'un sommet, quand sur les bonnes pratiques et tout ça, le minimum qu'un discours de mon président peut contenir, c'est l'état des lieux. C'est-à-dire qu'il est impossible, à l'occasion d'un sommet comme celui-là, que le Togo ne puisse pas, dans le discours du président de la République, faire l'état des lieux, montrant ou justifiant le fait que nous sommes fondés à organiser un sommet pareil. Et c'est pour ça que je me dis, en regardant tout cela, en vivant donc au Togo tous les jours, je me dis que la meilleure chose, c'est de passer aux aveux et de faire une forme de catharsis et une forme de repentir. Parce que si ce n'est pas le cas, le discours, qu'il soit construit sur quoi ou quoi, n'aura aucun fondement. Parce qu'il faut quand même dire aux gens, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous a motivé et en quoi vous avez l'expertise, l'expérience qui vous permet de faire cela. Mais la seule chose que vous pouvez dire, c'est que bon, nous sommes pionniers dans les autres actes et que bon, on a pris conscience. Il faut vraiment, nous sommes conscients que c'est nous qui avons amené le virus et nous voulons qu'on le répare une fois pour de bon. Donc je crois que c'est la seule solution en tout cas qui peut exister pour justifier justement l'organisation de ce sommet-là. Cela dit, je crois que Ferdinand a été extrêmement pertinent en évoquant un certain nombre de problèmes qui donnent le sentiment que nous sommes dans une fuite en avant. Et que nous dévions littéralement de la vocation même d'une gouvernance de l'État. Et ça, c'est très dramatique. Il a parlé même de l'abêtissement. Je peux davantage parler même de l'abrutissement et de l'affaissement des valeurs minimales qu'on peut attendre d'un jeune citoyen qui aspire quand même à quelque chose. Vous voyez, la fierté d'un État ne peut pas se détecter autrement que par le niveau d'épanouissement et la capacité de perception des citoyens des problèmes qui se posent dans le pays et de leur capacité à raisonner, à analyser, à faire en sorte à apporter des solutions pratiques et pragmatiques. Voyez-vous? Donc, lorsqu'on voit des jeunes qui sont déjà abrutis,
laissés pour compte, qui ne vivent que l'impasse devant, mais qui sont obligés d'être dociles, de se ranger autour des dirigeants comme si ces derniers venaient d'une autre planète, investis d'une mission providentielle et donc recevaient les richesses d'ailleurs pour venir leur porter assistance. C'est qu'il y a un renversement total du regard qu'on doit avoir sur la gouvernance d'un État. Je le répète à chaque fois, les richesses du pays sont générées par les citoyens. Nulle part au monde, aucun dirigeant n'a la capacité de créer de la richesse dans un pays. Il est chargé de gérer, de répartir sur la base des lois républicaines qui régissent et régulent le vivre ensemble. Il a juste cette mission-là. Ceux qui créent la richesse, ce sont les citoyens, c'est toi et moi, à travers les impôts, les contributions que nous apportons, ce que nous achetons en ville, etc., le carburant, tout. C'est ça qui fait que, en fait, l'État génère des ressources et que les dirigeants utilisent pour le bien du peuple. Mais alors, si vous voyez des dirigeants qui amassent, s'enrichissent, quand je dis s'enrichissent, c'est un mot relatif parce que moi, voilà. C'est-à-dire que dans ces conditions-là, en réalité, le citoyen doit comprendre que non, il y a un souci. Et il doit pouvoir le dire au gouverneur parce que ce dernier a dévié littéralement de sa vocation et de sa mission. Mais pourquoi? Lorsque on veut élire un président, il y a toujours une campagne électorale. C'est pour que lui, il signe un pacte avec le peuple. C'est en fonction de la vision, des projets, des idées qu'il donne et qu'il montre qu'il a un projet réel pour la société, que les gens lui confient un mandat. Et donc, il ne peut pas, une fois dans le piédestal de l'État, ranger de côté tout ce qui a été signé comme contrat, même si c'est un contrat verbal, ça engage un dirigeant responsable. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que lorsque les gens rompent ce contrat-là, il n'y a plus de confiance avec la société et bon, on assiste à tous les chamboulements que nous avons aujourd'hui. Donc, je crois vraiment que c'est le moment ou jamais d'opérer le catharsis nécessaire, de faire le diagnostic qui englobe nos États dans cette précarité permanente. Et surtout les États de l'Afrique francophone. C'est nous toujours qui sommes là à faire des discours dans l'air, à sortir les mots sans leur charger leur sens sémantique nécessaire. Donc on parle de la démocratie. Et pourtant, je crois que vous avez été amené à se fabriquer des mots comme démocrature, etc. Tout simplement parce que la démocratie telle qu'elle est conçue depuis l'Égypte antique jusqu'à la Grèce et dans les pays démocratiques, en tout cas développés aujourd'hui, elle a un sens. Le mot a un sens. Et les pratiques sont en déphasage complet avec l'esprit même du terme, c'est qu'il y a un problème. Et donc, moi je crois que ça ne peut pas faire la fierté, en tout cas d'un dirigeant qui veut rentrer dans l'histoire et qui veut laisser quand même des marques indélébiles dans la construction de son pays. Bon, je pense que c'est l'occasion ou jamais d'arranger tout ça. Merci beaucoup, Luc. Ferdinand a une dernière préoccupation pour clore cette partie. Tout ce que vous venez d'évoquer là, on ne peut pas dire que c'est la faute aussi aux partenaires en développement qui envoient de l'argent mais ne font pas de suivi, qui encouragent les États, ces régimes-là dans la corruption. Mais le monde fonctionne parfois ainsi. Mais nous avons d'abord la première responsabilité, c'est nos dirigeants. Les partenaires ensuite. Parce que lorsque vous avez des dirigeants qui sont à la tête de vos pays et qui conçoivent le pouvoir comme un instrument de jouissance, lui qui a l'habitude de le dire ici, exclusivement de jouissance et rien d'autre, vous avez des États qui sont en déliquescence comme les nôtres et comme d'autres États qui sont aujourd'hui sous la menace des terroristes. Je ne sais pas si vous voyez, il a fallu qu'il y ait des menaces terroristes pour que les gens se rendent compte au Togo qu'il y a des régions qui sont pauvres. Et qu'il faut investir dans ces régions-là, il faut faire des plans de développement de ces régions-là. Et pourtant, depuis des années, il y a des rapports d'indices de pauvreté qui montrent que c'est par exemple l'une des régions les plus pauvres du Togo. Il suffit de prendre les rapports de Poulet pour voir que quand on parle de richesse au Togo, vous avez la région maritime, les régions se suivent quoi. C'est-à-dire que vous avez maritime, plateau, central, Kara et puis Japon. Et on sait que la région des savanes, c'est la région la plus pauvre du Togo. Rien n'a été fait en termes d'investissement depuis des années pour soulager les difficultés, les peines des citoyens qui sont dans cette région et qui
qui sont des choses élémentaires. Faire des routes, faire des pistes, construire des ponts, mettre de l'eau potable, construire des écoles, les dispensaires, pour qu'on sente véritablement que l'État est présent et que des gens, des gens n'aient pas parcouru des kilomètres, des centaines de kilomètres pour se faire soigner parce qu'il y a une morsure de serpent, de faire ci, de faire ça. Maintenant qu'on est confronté à une menace djihadiste, maintenant, on va au Conseil des ministres, on dit bon, on va développer un plan national, je ne sais pas comment ils appellent ça, un plan national de développement de la région des savanes. Je ne sais pas si vous voyez. Depuis le temps qu'on est au pouvoir, là, on faisait quoi? C'est parce qu'on a des dirigeants qui n'ont pas de vision. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Demandez aux gens aujourd'hui quelle est la vision qu'ils ont pour le Togo dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est quoi la vision qu'ils ont? Vous avez des dirigeants qui sont complètement coupés du peuple. Il y a le PND. Mais le PND, plus personne n'en parle. Avant le PND, on a connu il y a beaucoup de plans. Hein, il y a le SCAP. On a connu le SCAP, le DSRP, tout ça. Tous ces thèmes-là aujourd'hui ont disparu. Même le PND est en train de disparaître. Nous sommes en 2022, ça devait être l'année de l'aboutissement du PND. Ou bien, le PND devait prendre en 2022. Montrez-moi la réalisation du PND. Montrez-moi ce qui a été dit dans le plan là. Maintenant, ils ont oublié le pays, ils ont inventé quelque chose encore. Ils disent maintenant PIP, ou bien. Ils ont inventé quelque chose de nouveau. Ils viennent d'inventer quelque chose de nouveau que la secrétaire générale de la présidence est en train de tweeter là. C'est-à-dire que chaque 6 mois, on invente un plan. Sans faire comment on appelle ça, l'inventaire de l'autre plan. Tout ça, c'est la fuite en avant. Parce qu'en réalité, il n'y a rien de programmé, rien de conçu. Nous avons quand même un petit pays. Hein. Le Togo, c'est 56 600 km carrés, avec une population très jeune. On aurait pu faire de ce pays vraiment comme comment appelle-t-on, les anciens l'ont appelé l'ordre de l'humanité. Parce que c'est un pays facile à développer, avec toutes les ressources que nous avons. Comment est-ce que vous pouvez concevoir que nous n'avons pas réussi depuis 60 ans d'indépendance à faire une autoroute de Lomé Sécassé? 600 km. 600 km. Même si on avait programmé de le faire 1 km chaque année, pendant les 60 ans de règne, les 55 ans de règne d'un seul parti politique, on devait être à combien? 57 km au moins. Je ne sais pas si vous voyez, on devait dépasser un petit vient en allant vers Agbelouvé. Au moins, il y a une autoroute. En arrivant à Lomé, on sent qu'on rentre dans la capitale. Je ne sais pas si vous voyez. On est en train de faire une route pour aller à Vaughan, double voie, avec l'affaire de Seco. L'argent a pris une autre destination. Dans le plan initial, on faisait une grande voie. Et comme l'argent a disparu, on a fait une petite voie. Conséquence, même pour aller à Djagbelela, on n'a même pas été capable de faire une double voie pour aller à Djagbelela. La double voie n'est même pas arrivée au pont. Mais quel est ce pays où l'ambition des dirigeants se limite à des petits trucs? La route de Ségbé, qu'on a confiée à Ebomaf, on aurait pu faire une grande voie. Parce que nous sommes en plein capital qui débouche sur les frontières. Mais allez regarder ce qu'ils sont en train de faire. Il faut une voie, une route au milieu de la grande voie en laissant les trottoirs larges. Ça veut dire qu'en fait, on manque d'ambition pour le pays. Là où les gens sont en train de faire de grandes infrastructures, parce qu'ils réfléchissent sur 15 ans, 20 ans, 30 ans, nous, on continue de faire des trucs squelettiques à la taille de notre pays et à la taille de nos ambitions. Et nous disons, et le reste de l'argent qui devait servir à faire ça, nous les engloutissons dans les sommets, dans les voyages inutiles, dans des conférences, parce que nous voulons apparaître des gens propres vis-à-vis de l'extérieur. C'est ça que moi je dénonce. Et quand vous voyez les étudiants qui sont l'avenir de demain, les étudiants qui sont l'avenir de demain, qui aujourd'hui ne prennent pas conscience des réalités. Nous avons deux universités, disons deux universités publiques aujourd'hui. Est-ce qu'on a fini de construire l'université de Kara? Le site même qui est retenu pour construire l'université, on a pu évoluer dans les travaux. Est-ce qu'on a construit l'université de Lomé? On a fini de construire l'université de Lomé. C'est vrai qu'on fait des efforts pour faire quelques routes, pour faire quelques amphis, mais le reste c'est la bourse. Nous sommes d'accord, mais allez à côté pour voir ce que les gens sont en train de faire. Parce que quand vous ne sortez jamais, quand vous n'avez jamais d'éléments de comparaison, quand vous n'avez pas d'éléments pour qu'on vous montre que ailleurs les gens sont vraiment très loin, vous prenez le peu que vous avez comme un paradis. Et c'est ce qui se passe au Togo. Quand quelqu'un quitte le village, par exemple, c'est pas pour mépriser la personne,
la personne n'a pas, de toute son existence, n'a pas connu une sortie ou bien des sorties. Un matin, il sort de son environnement dans lequel il a vécu pendant 20 ans. Il arrive dans la capitale, il découvre de grandes routes, des avenues. C'est déjà grand. Pour lui, c'est très grand. Et quand tu lui dis qu'il y a plus grand que ça, on devait faire mieux que ça, il te dit non. Oui, bien sûr. Parce qu'il est bloqué dans sa tête. Il te dit non, que ça là, c'est déjà suffisant. Que ce que lui a vu là, non, ça c'est le paradis. Il faut que tu le sortes de ce milieu encore, l'amener ailleurs, le montrer que ça là, on peut le faire plus que ça, pour qu'il y ait le déclic dans sa tête. Quand nous étions à l'université, on empêchait les étudiants de faire des sorties au Ghana. Rappelez-vous. Rappelez-vous. Ils vont découvrir ce qui se passait là-bas. Les rares fois que les étudiants d'anglais sont allés au Ghana, les gens avec qui nous étions dans les manifestations étudiantes, on demandait les primes, on demandait l'amélioration de nos conditions. Dès qu'ils sont allés au Ghana, ils sont devenus des rebelles. Ils sont devenus des rebelles parce que c'est la première fois pour certains de découvrir ce qu'on appelle motorway. C'est quand ils sont revenus à Lomé, leur discours a changé. Et donc nous avons besoin, comme Luc venait de le dire, de reconstruire des citoyens ambitieux, des citoyens modèles, des gens, parce que nous sommes dans un monde de la concurrence aujourd'hui. À travers les réseaux sociaux, vous voyez que tous les pays ont des éléments de comparaison. Quand il y a eu les problèmes entre les Camerounais et les Ivoiriens là, chacun a montré ce qui a été réalisé dans son pays. Vous avez vu tout ce que les Ivoiriens ont mis devant pour se moquer des Camerounais. Nous avons des routes, nous avons des échangeurs, nous avons des ponts, nous avons des immeubles, on a ceci. Si demain il y a une bagarre entre Togolais et Ivoiriens là, vous allez montrer quoi pour les Camerounais? Ils sont en train d'exhiber des bus modernes. Il y a des gens qui ont monté ça avec nos bus ici. Non mais ce que je ne comprends pas. Un hôpital, ça coûte quoi? C'est-à-dire un hôpital de référence. Oui. Du genre ce qu'on est en train de nous construire comme Saint-Périgrin, dont l'accouchement est difficile, impossible. Même pas césarienne. Jusqu'aujourd'hui, vous voyez là, ça coûte quoi? Mais au même moment, lorsqu'on me dit par exemple qu'on a investi 10 milliards, 15 milliards pour prendre un logiciel d'écoute, il y a un problème. Ça veut dire que le bien-être de la population est un problème. C'est pas une préoccupation et même pas voulu. Parce que si le bien-être est voulu, on trouverait toujours le moyen de faire le minimum. Mais on n'est pas dans l'assistanat. C'est-à-dire que les citoyens ne sont pas des gens à qui on porte assistance. En train de nous dire à chaque fois qu'ils portent assistance à la population. Voilà pourquoi il n'y a que des aides. Aide de l'État à la presse, aide de l'État à la culture, Mais attends, c'est des aberrations. Donc, cela trahit le subconscient même du dirigeant parce que sa mission n'est pas d'aider. Sa mission est d'investir dans les secteurs porteurs à partir des ressources. Il ne cherche pas une ONG. Voilà. Vous voyez, l'État, c'est pas une ONG. C'est pas possible. Il n'est pas là pour aider les citoyens. Il est là pour coordonner, réguler la vie des citoyens, dispatcher de façon équitable et de façon orthodoxe les ressources que génèrent les citoyens. Donc, lorsque vous allouez des ressources à un secteur donné, il ne s'agit pas de l'aide, il s'agit d'un investissement, il s'agit d'un appui qui montre que vous avez conscience qu'en investissant dans ce domaine-là, voilà le retour sur l'investissement sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est ça qui participe justement à fabriquer des citoyens suffisamment éveillés, conscients de leurs responsabilités et de leur mission par rapport à la création de l'écosystème qu'il faut pour réguler le vivre ensemble et permettre que chacun se sente à l'aise et qu'il évolue de la manière la plus optimale possible et contribue mieux à la création de la richesse nationale. Mais lorsque vous donnez le sentiment à chaque fois que bon, mais quand il y a un problème, oui, le président de la République dans sa magnanimité légendaire a offert telle chose, a appuyé telle chose. Mais attends, c'est quand même incongru parce qu'on est au XXIe siècle. Il y a quand même des intellectuels, il y a des esprits avertis, il y a des gens qui ont de la connaissance et qui se rendent compte que on ne peut pas comprendre qu'un homme qui est à ce niveau de la gouvernance de l'État puisse tenir ce langage pareil. Un ministre de la République qui va dire que oui, qu'on a donné de l'argent pour qu'il aille aider telle chose. Mais attends, dans la gestion des affaires d'un pays, mais ça ne peut pas exister. Il s'agit de réguler tout simplement. L'argent de l'État doit être géré par le trésor public. Un point, un trait. Et mais de façon saine. Donc il n'y a pas de question d'aide. Quand on me dit l'hôpital là, il n'est pas construit, on se rend compte que le président de la République a fait un discours. Il a promis au cours de son discours
D'abord, la mise en place des commissions qui vont surveiller les prix. Ouais. Pour lutter contre la vie chère. Nous sommes aujourd'hui là en février, fin février. Est-ce que vous avez appris qu'il y a une commission qui a déjà fait le tour dans les marchés ou dans tout pour réguler les prix et faire... D'ailleurs même, ce n'est même pas praticable. Parce que c'est en amont qu'il faut travailler. Mais moi, je ne peux pas acheter mes denrées depuis l'extérieur à un prix donné. Le transport m'a coûté tant. Et puis je viens fixer un prix en fonction de des dépenses que j'ai engagées. Vous allez me dire, non, vous vendez la boîte de tomates à 300, c'est pas normal, ça doit être à 250. Et le manque à gagner. À moins pour l'État de dire qu'il est capable de subventionner la différence. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que toutes ces solutions-là qui sont proposées, au-delà même de ces commissions de contrôle des prix, on nous a parlé de la construction des centres de santé dans chaque région, c'est ça, non? Qui vont construire des hôpitaux dans les 5 régions, etc. Nous sommes en février. On va voir en décembre qu'est-ce qui sera fait. Moi, j'ai besoin que la parole présidentielle vale quelque chose. C'est-à-dire que quand le président de la République, qui ne parle pas souvent, parle, je dois pouvoir prendre ça comme une parole d'évangile. Mais je ne peux pas concevoir que lui-même, il parle et enfin, et ensuite, il n'y a rien. Parce que, à plusieurs reprises, j'ai constaté qu'il parle, mais par la suite, il n'y a rien. Les états généraux de la santé, les états généraux de l'éducation. Or, en réalité, ce sont des occasions qui doivent permettre de poser le diagnostic, de repérer les problèmes et de faire en sorte à trouver les moyens qu'il faut pour les régler une fois pour de bon. Mais ce que les gens ne comprennent pas, malheureusement, c'est qu'il ne s'agit pas non plus d'injecter de l'argent. Il s'agit d'assainir l'esprit des acteurs de chaque domaine là. Parce que si vous mettez de l'argent avec des gens dont le mécanisme de fonctionnement, le mode de pensée est focalisé sur l'enrichissement, les détournements, les raccourcis immoraux qui leur permettent de s'affirmer comme bon voilà, les spécialistes de tel domaine, ça ne va pas marcher. Est-ce que vous comprenez? Vous aviez posé une question liée aux partenaires qui sont complaisants, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez que les partenaires fassent face à des gens dont le sens même de l'état d'esprit même est paramétré pour être corrompu? Qu'est-ce que ces partenaires font? Ils font ce qu'il faut. Parfois, il y a des mesures coercitives pour suivre de près. Mais les gens trouvent le moyen de contourner en mettant les sociétés écran et en faisant semblant de faire des appels d'offres, alors que c'est la même société ou la même personne qui a créé 4-5 sociétés qui vont venir compétir et ensuite on choisit un dedans. Mais le partenaire qui est aux Nations Unies, comment il peut se rendre compte de cette supercherie-là? C'est pas possible. Donc c'est pour dire quoi? Tant que l'esprit du citoyen, acteur du secteur en question, n'est pas assaini, et il ne comprend pas qu'il doit développer un sens du patriotisme et faire en sorte que, à contribuer de par son action à ce poste-là, à la construction d'un meilleur devenir pour l'ensemble, il y aura du tout rien. Les gens vont gesticuler à mettre des garde-fous de gauche à droite. Ils vont trouver toujours des échappatoires pour contourner et détourner l'argent de l'État. Est-ce que vous voyez? Et même de ces partenaires-là. Et puis, les partenaires en question, il y en a aussi, il y en a qui ne souhaitent même pas qu'on soit développé parce que quand vous êtes développé, vous allez vous foutre d'eux. Il y a tous les puissances occidentales n'ont pas intérêt à ce que vous développiez. Et donc, ils vous suivent dans votre rythme et font en sorte aussi à vous abrutir avec des concepts, voilà, des réajustements structurels, des trucs. On vous impose un certain nombre, un rythme de vie. Il vous appartient d'être vigilant, d'avoir une vision et de décider avec énergie et courage de prendre une direction parce que vous savez que c'est cette direction-là qui peut garantir le meilleur devenir pour votre pays. Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes docile. Autant on fait en sorte que les citoyens soient dociles à l'égard des dirigeants, autant les dirigeants font en sorte que les dirigeants soient dociles à l'égard des métropoles d'hier. Voilà. Merci. Tu sais, parlant des partenaires, c'est-à-dire que quand on enlève tout ce que les partenaires apportent comme appui budgétaire, les programmes, les projets, tout ça, finalement tu te poses la question, qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? Voilà. Si on essaye de désosser le budget et on enlève ce que les partenaires apportent, qu'est-ce que nous faisons? Et comment se fait-il que les partenaires apportent autant d'argent et nous, nos dirigeants s'enrichissent? Les gens sont plus riches que l'État. Je ne sais pas si vous voyez. Il a fallu dans ce pays que ce soit des partenaires qui donnent de l'argent pour
pour qu'on vide certains dossiers, ne serait-ce que le cas qui dormait à la Cour d'appel depuis 1987, à la Cour suprême, depuis 1987. Il a fallu qu'un partenaire donne, je crois, 100 millions pour faire les procès. C'est 100 millions qui dépassent l'État togolais. C'est ce que quelqu'un vole en un mois quelque part dans un secteur. Il a fallu que ce soit les Américains, à travers le MCC, qui nous donnent de l'argent pour régler le problème de titre foncier au Togo. Est-ce que c'est concevable? Est-ce que c'est normal? Il a fallu que, ou bien il faut que ce soit l'AFD et l'Union européenne qui permettent aux Togolais des quartiers périphériques d'avoir des châteaux d'eau pour boire. Même quand on injecte l'argent dans le projet, les gens détournent. Ou bien on fait les châteaux d'eau qui ne sont pas conventionnels. C'est-à-dire qu'on fait tout pour diminuer la taille du château d'eau pour que une partie de l'argent disparaisse. Et puis on fait rien, il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction. Voilà. Et il y a un domaine dans lequel nous n'investiguons pas beaucoup, c'est le domaine de l'eau. C'est toute une mafia, c'est-à-dire que le domaine de l'eau au Togo, les forages, les grands projets d'adduction d'eau, c'est une mafia contrôlée par un système bien organisé. Et il y a beaucoup d'argent qu'on injecte. Vous avez vu tous les châteaux qui sont enlevés, qui sont des châteaux vides, qu'on aurait pu réhabiliter pour alimenter les quartiers. Et pourtant, les gens se plaignent tous les jours qu'il n'y a pas d'eau dans les quartiers. La TDE même à l'agonie. La TDE même à l'agonie. Et quand on envoie de l'argent pour faire quelque chose, on fait un projet bidon. On sait que ça ne va pas réussir, mais on vous dit, on va aller chercher l'eau à Kakaveli pour amener au château de Baie. Sachant que le circuit ne va pas être vraiment correct et que l'eau ne va pas sortir. Et pourtant, au château de Baie là-bas, on peut aller en profondeur et choisir et sortir l'eau et mettre dans le château. Donc voilà le peu d'argent que les partenaires apportent. Voilà ce que nous en faisons. Dans tous les domaines, on a connu les projets péris ici pour construire les écoles. Quand on est venu faire le bilan, il y a eu des détournements. On n'a arrêté personne. Nous avons détourné dans ce pays jusqu'au Moussiquet. L'argent objectif. Personne n'a été inquiété. Personne n'a été inquiété. On a fait un audit. On a dit c'est juste un détournement d'objectif. Chacun est parti tranquillement. On n'a rien fait à personne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ça veut dire que nous-mêmes là, on a un problème pour nos pays. C'est-à-dire que nous-mêmes là, que ce soit les élites intellectuelles, on a un problème. Vous avez vu toute la gestion qui est faite du Covid. Nous sommes en train d'aller vers la fin du Covid. On va faire le bilan, on va voir tous ceux qui ont fait le chantier, ont terminé le chantier. Donc on va voir ceux qui ont terminé le chantier. Parce que quand les gens étaient dans les structures, leur langage c'est que jusqu'à la fin de la maladie là, je vais terminer mon chantier. Donc l'argent des PCR, l'argent des masques, l'argent des des respirateurs, tout ce qu'on a promis au pays là, on n'a rien acheté. En tout cas, en grande partie. Tout l'argent qu'on a collecté dans les aéroports, dans les institutions, on fait les tests là. On a fait un bilan quelqu'un? Rien du tout. Et les gens ont changé de voiture. Les gens ont construit des maisons. Les gens ont multiplié les chantiers. Au vu et au su de tout le monde. Personne ne dit rien. Dans une république comme ça, le petit qui arrive de l'université, le gars qui sort du centre de formation, il aspire aussi à avoir une vie meilleure. Son objectif c'est quoi? Moi aussi je vais rentrer dedans, évoluer un peu et réaliser ce que je peux réaliser toute une vie. Je vais le réaliser en 2 ans, 3 ans. Je vais avoir une maison, je vais avoir une voiture. Voilà la mentalité que lui qui demande d'assainir. Tant qu'on n'aura pas assaini les esprits, tant qu'on n'aura pas apprendre aux gens que la République là, c'est un bien commun qu'il faut préserver, qu'il faut, je ne sais pas quoi, qu'il faut gérer de façon parcimonieuse. Dans notre pays là, tant que on va continuer par vivre selon les communautés, selon les ethnies, selon l'appartenance de X et Y, on ne va jamais bâtir une nation ni une république. Et ça commence depuis l'école. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ça commence depuis l'école. Et donc, nous avons aujourd'hui l'obligation de tenir un discours pour déconstruire tout ce qui a été fait pendant des années et qui constitue pour nous un blocage du vivre ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, on va tourner en rond comme des cafards, les autres vont continuer par avancer. Pourquoi le Togolais n'accepte pas son prochain? C'est parce que pendant des années, il y a eu un discours politique qui a éloigné les uns des autres. Absolument. Oui. C'est ça la réalité. On parlait de Talon tout à l'heure qui est rentré au pays avec un de ses opposants dans son avion. Est-ce que les gens sont capables de le faire au Togo? D'opposants condamnés. Oui, condamnés en plus. Même si c'est une manœuvre politique, il a fait ou bien. On a connu tous les déboires entre Ouad et Macky Sall par rapport à son fils, mais qui est toujours en exil. Mais les deux s'appellent,
Ils se parlent. Mais au Togo, les gens qui ont été contraints en exil, qui ne peuvent même plus venir voir leur famille, est-ce qu'ils ont la possibilité demain de rentrer sans être inquiétés alors qu'ils n'ont rien fait à la République? Je suis à l'extérieur, je décide de rentrer au pays avec la peur au ventre alors que je rentre chez moi. Nous avons des millions de personnes qui sont dans la diaspora, qui sont prêts à venir investir. Chacun a mené son réseau. Mais dès que quelqu'un rentre là, on le pioche quelque part parce qu'on l'a vu en train de faire une réunion avec quelqu'un qu'on cherche. Et puis, c'est un message qu'on envoie aux gens. Les gens ne vont plus rentrer au pays. Donc, nous avons besoin de ramener la balle à terre, de comprendre que nous avons la gestion de ce pays pour un temps. Même ce temps, peut-être, n'importe comment, il passera. D'autres viendront après nous. L'essentiel, c'est qu'est-ce que nous laissons derrière. Quel bilan on fera de nous? Quelle idée on aura de nous dans l'histoire? Parce que les gens qui pensent aujourd'hui qu'ils sont là, ils sont là pour toujours. Mais Roch Kaboré là, il venait de prendre un second mandat. Hein. C'était pas un dictateur, même s'il avait quelques réflexes autoritaires ces derniers temps. Et il ne savait pas que ça devait lui arriver. Aujourd'hui, il est en résidence surveillée depuis un mois, bientôt. Il doit, comme les Ivoiriens le disent, en train de lire l'heure, mais c'est les Camerounais qui disent ça, en train de lire l'heure. C'est le moment de tous les regrets. Ou bien, j'aurais dû écouter, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Encore que lui, il peut remercier Dieu parce qu'il est en vie. Dans les événements comme ça, il y a certains qui laissent leur vie. Donc, je pense qu'il y a toute une réflexion à faire. Et quand nous faisons ce genre d'analyse, ce n'est pas forcément parce que, bon, vous voulez le fauteuil de quelqu'un. Vous essayez de faire le débat dans le pays de manière à provoquer, je ne sais pas, l'éclosion des énergies, une espèce de catharsis qui permet à toute la société d'évoluer. Et c'est ce que nous faisons, parfois au risque de notre vie, mais on le fait quand même parce qu'il faut des gens pour le faire, pour réveiller les citoyens qui sont en train de dormir. Je ne peux pas concevoir que des Togolais soient là, jeunes, qui ont droit à beaucoup de choses, mais qui pensent, comme Luc vient de le dire, que ce sont les autres qui doivent leur servir des cadeaux, quoi. Non, c'est pas possible. Merci, monsieur. Je pense que nous allons observer une pause pour attaquer le dernier sujet.